Bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast en partenariat avec l'association Notre Affaire à tous. Donc, si vous ne la connaissez pas très brièvement, c'est une association engagée dans la lutte climatique et particulièrement dans la justice climatique. Et elle est notamment à l'origine de l'affaire du siècle et donc du recours contre l'État pour une action climatique en 2018. Vous vous trouvez actuellement en présence de 4 étudiants de master à Sciences Po Toulouse, donc Antoine, Jay, Paul et moi-même Lucas. Et nous allons traiter de la question de la sobriété, donc un terme qu'on va essayer de clarifier, de problématiser au mieux. Donc dans un premier temps, je me chargerai d'introduire la notion de sobriété, plutôt d'un point de vue conceptuel. Puis Paul vous parlera de son ancrage dans les politiques publiques, Antoine de la sobriété au regard du droit, et enfin Jay de la sobriété par rapport aux initiatives citoyennes. Alors, tout d'abord, c'est vrai qu'il est presque impossible de définir clairement et de manière consensuelle la sobriété. C'est un terme un peu fourre-tout qui englobe différentes notions et qui renvoie à de grandes idées. Et pour essayer de comprendre le sens du terme, on peut essayer de revenir dans un premier temps aux origines philosophiques anciennes. Et en effet, les Grecs accordaient une grande importance à la notion de tempérance. Le fait de tempérer ses plaisirs était une des vertus les plus nobles qui soient, et donc, à contrario, se laisser tomber dans l'excès et l'outrance était très mal perçu. Solon avait d'ailleurs une petite devise qui résume assez bien cet état d'esprit, rien de trop. Donc on retrouve ici l'idée de sobriété en tant que vertu de modération individuelle. Mais c'est véritablement avec l'écologie politique et les critiques du modèle consumériste que la sobriété va prendre son sens contemporain, je dirais. À partir des années 60-70, l'exposition des limites planétaires et la critique du capitalisme vont constituer les fondements de la sobriété, un terrain favorable à son développement, que ce soit dans le milieu académique, politique ou de manière générale. Alors je vais essayer de débroussailler le terme parmi les définitions proposées. Premièrement, dans le dictionnaire Le Robert, on trouve l'idée de modération, donc une réserve dans un domaine quelconque. On est ici toujours sous le prisme d'un comportement individuel. C'est ce qu'on retrouve également dans la définition du GIEC dans son 6e rapport. Je cite un ensemble de mesures et de pratiques quotidiennes qui permettent d'éviter la demande d'énergie, de matériaux, etc. On peut partir de ce postulat, très bien, mais on ne peut pas en rester là. Et par exemple, l'économiste Éloi Laurent distingue la sobriété frugalité, donc basée sur des choix individuels en réponse à un besoin collectif, et la sobriété modération, basée sur la réduction de la consommation de manière générale. Donc il faut bien comprendre que la sobriété peut aussi bien traiter d'un acte personnel et volontaire que d'une démarche de grande ampleur visant à rationaliser et réduire la consommation d'énergie. Et en ce sens, l'association d'Egawatt considère que la sobriété est une démarche de réduction des consommations superflues, donc ils mettent avant tout l'accent sur l'efficacité énergétique et entre autres sur l'utilisation des énergies renouvelables ou encore la mutualisation des équipements comme le covoiturage par exemple. Donc ici on trouve une approche principalement environnementale de la sobriété comme un outil finalement. Mais la sobriété est pour d'autres bien plus qu'un outil, c'est une philosophie de vie. Et c'est le cas de Pierre Rabhi et sa sobriété heureuse. Il considère finalement la sobriété comme une figure de résistance au modèle consumériste outrancier. Et la sobriété tient ici une dimension avant tout morale et éthique. C'est une quête spirituelle qui nous éloigne du modèle dominant. La sobriété se place ici comme un terme profond qui symbolise une autre voie, et ça rejoint ce que dit Rob Hopkins sur l'importance de travailler ses croyances, notamment les valeurs et les représentations du monde, pour aborder la transition énergétique. Et par exemple, le paradoxe d'Esterling remet en cause ce lien qui nous semble évident aujourd'hui entre croissance et bonheur. De même, le PIB ne fait plus l'unanimité et d'autres indicateurs émergent comme le bonheur national brut ou encore l'IDH. À l'instar de Pierre Rabhi, on considère désormais que la société doit se reconstruire sur des nouvelles bases, celles qui se rassemblent autour du concept de sobriété. En ce qui concerne la linguistique, il faut bien avoir en tête que le terme de sobriété fait écho en France, mais pas nécessairement dans le reste du monde. Dans les pays anglo-saxons, c'est le terme de suffisance qui est préféré, donc sufficiency, qui renvoie à l'idée de satiété, contrairement à l'efficiency qui vise à augmenter la productivité des ressources. Et j'en profite ici pour répondre à un point de controverse et d'ambiguïté. La sobriété et l'efficacité sont deux choses bien distinctes. L'efficacité consiste à optimiser la production, mais cela peut avoir un effet rebond d'augmentation de la consommation, car le coût unitaire d'une voiture, par exemple, peut baisser. Or, la sobriété induit vraiment une démarche de minimisation de la consommation.
Alors pour essayer de résumer cette définition plurielle, je pense qu'on peut dire que la sobriété est avant tout un choix qui engendre une action face à un besoin, qui soit profondément éthique et personnel, ou simplement rationnel du point de vue énergétique et collectif. Et donc la sobriété prend une place centrale au sein de la transition énergétique et renvoie aussi bien à une position de résistance au consumérisme qu'à un choix d'organisation de la société. Il s'agit de savoir dans quelle temporalité nous parlons de sobriété. Certains considèrent que la sobriété est une réponse à l'urgence, comme par exemple de rationnement énergétique dans un contexte de guerre en Ukraine, peut-être parfois au dépit des objectifs écologiques. Et d'autres estiment que la sobriété est une transition de long terme sur différentes générations. Le débat se porte aussi sur la responsabilité, telle collective, individuelle ou politique. Et justement, Paul, je te laisse la parole sur l'intégration et l'utilisation de cette notion de sobriété au sein des politiques publiques. Nous allons maintenant explorer la concrétisation du concept de sobriété dans les politiques publiques. Il est important de comprendre les échelles politiques et les contextes démocratiques, économiques et environnementaux qui permettent de faire advenir la sobriété au sein de plans politiques. La traduction dans les politiques publiques de cette notion encore floue regroupe des pratiques diverses. Elle est d'abord un vecteur de réflexion sur le sens et sur la mise en place de l'action publique à différentes échelles. Par ailleurs, elle peut développer une dimension participative qui vise aussi à répondre aux déficits démocratiques par l'association du public. Il est d'abord important de saisir l'historicité de cette notion, et notamment la façon dont la sobriété a cadré l'action publique durant des périodes de crise. Nous allons alors retracer l'usage du rationnement à partir du travail de Mathilde Souba, qui est sur ce point éclairant. Le rationnement est selon elle une méthode d'organisation de la société lorsque celle-ci fait face à des pénuries temporaires de ressources pour satisfaire les besoins d'une population. Il vise à encadrer et à définir des limites à la consommation. C'est donc un moyen de redonner une légitimité au pouvoir public dans l'allocation des ressources en lieu et place du marché, selon un arbitrage qui n'est plus du ressort du jeu de la libre concurrence. Certains épisodes de rationnement n'ont pas été impopulaires, contrairement à l'imaginaire de privation et de difficulté qui lui est associé. Il s'agit pour elle de s'attaquer aux inégalités en régulant la consommation. Le partage des efforts de réduction doit garantir la continuité des institutions et des structures sociales sur un principe de solidarité. Sans cette prise en charge, les tensions et les inégalités risquent d'être aggravées par un mécanisme des marchés défaillant et profitant aux classes supérieures. Le retour sur le devant de la scène du rationnement pose la question de son organisation et de son acceptabilité, du fait du changement de nature des crises écologiques sur les ressources, qui s'annoncent maintenant comme durables et non plus éphémères. De plus, les arbitrages sont rendus plus difficiles par l'emprise des énergies sur les activités qui en dépendent et qui nécessiteraient une redéfinition des modes de vie. L'auteur insiste donc sur le besoin de réfléchir collectivement aux critères de répartition par un débat démocratique dans un contexte de limitation des ressources énergétiques, alors que nos dépendances se sont accrues. Il viserait donc à définir les besoins, les catégories sociales à protéger face aux inégalités, par la redistribution solidaire des consommations et garantir l'acceptation de cette nouvelle normalité. Ainsi, il est également important de comprendre quels sont les freins que nous pouvons identifier quant à la mise en place d'une politique publique de sobriété. Un rapport de l'ADEME de 2021 vise à mettre en avant les préoccupations des principaux acteurs territoriaux qui réfléchissent à la mise en place de telles politiques. Le premier frein identifié relève de l'imaginaire derrière la notion de sobriété. Ce dernier est vécu comme une pratique qui serait imposée de manière verticale par les pouvoirs publics, négligeant la situation de sobriété subie d'une partie précaire de la population. Un certain manque de définition persiste dans l'introduction de la notion dans les discours politiques qui n'opèrent pas de hiérarchie des besoins. Il existe ainsi un blocage dans l'acceptabilité de la sobriété, car aucun récit de société vertueuse entraînant un meilleur cadre de vie n'est encore porté dans les politiques publiques. C'est donc tout l'enjeu du rattrapage des plus précaires qui peuvent ne pas se sentir concernés, d'abord préoccupés par l'accès à un minimum de ressources dans une limitation subie de leur consommation et de leur mode de vie. Le deuxième frein serait celui de la difficile conciliation des objectifs de développement et de sobriété pour les élus territoriaux. Une des injonctions dominantes demeure celle de l'attractivité du territoire, visant à attirer de multiples capitaux, emplois et ressources communicationnelles. Une autre difficulté réside dans l'absence d'investissement dans les capacités de suivi et d'initiative par les collectivités, et cela s'explique par une absence de volonté politique, de moyens humains pour organiser efficacement des mesures de sobriété, ou encore une incapacité de faire travailler ensemble des secteurs du fait de l'horizontalité de la notion et de la marginalité des territoires qui lancent de telles initiatives. Faire infuser la sobriété dans les outils comme les documents de programmation et de pratique de planification territoriale passe ainsi par un renforcement des partenariats avec les instituts de recherche ou les universités afin
d'améliorer les connaissances socio-économiques du territoire. La responsabilité des collectivités pour dépasser ces freins réside donc dans son exemplarité à coordonner les acteurs de ce territoire. Par ailleurs, différentes échelles sont concernées par des politiques de sobriété. Dans un premier temps, l'échelle de la communauté d'agglomération, nous allons ici prendre l'exemple de La Rochelle. La sobriété à La Rochelle prend la forme d'un investissement massif dans le développement des mobilités douces, défini par le programme La Rochelle Territoire Zéro Carbone, lauréat d'un appel à projet national. Son schéma directeur vélo intègre de nombreuses communes et prévoit une augmentation de 14% des déplacements à vélo. Son PLUI prévoit la réduction de l'usage de la voiture individuelle à 45% des déplacements dans l'agglomération, tout en investissant sur les transports collectifs. L'agglomération a fait le choix de contraindre les déplacements automobiles par la mise en place de ZFE, en parallèle de la facilitation de l'accès aux infrastructures cyclables et aux vélos en libre service. Le numérique est aussi partie prenante de cette stratégie par la mise en place d'une application qui recense les possibilités de trajet en mode doux et les impacts environnementaux des usages sur l'agglomération. L'échelle communale est également concernée avec l'exemple de Maloney. Cette commune, qui était déjà impliquée dans la rénovation du patrimoine ou la valorisation d'espaces verts comestibles, a lancé l'initiative nommée La Transition prend ses quartiers, qui vise à impliquer les habitants dans la décision et la réflexion sur les thématiques de sobriété dans les champs d'action publique de la commune, notamment le champ des déchets, de la mobilité, de l'énergie et de l'alimentation. Le dialogue avec les équipes de la ville sur ces thématiques doit déboucher sur un appel à projets à destination des propositions citoyennes qui visent à les inclure dans une instance chargée de superviser la transition. Les acteurs de terrain sont rejoints par de nombreux partenaires comme des associations, la métropole Rouen-Normandie, l'Agence normande pour la biodiversité et des experts universitaires divers. Par exemple, des initiatives ont abouti à la mise en place d'un projet de récupération d'eau pluviale, de pique-nique et de goûter zéro déchet à l'école. Pour conclure cette partie, il est important d'insister sur la dimension collective de la politique publique de sobriété dans les actions qu'entreprennent les collectivités à leurs échelles. La participation aux décisions publiques pourrait s'en trouver renforcée par le refus des démarches individuelles de sobriété qui, selon le CESE, négligent les inégalités sociales de la crise écologique parce que cela délégitimerait la responsabilité collective de l'action publique et laisserait la part belle aux valeurs individualistes. Les objectifs politiques ne peuvent donc se passer, selon ce rapport, d'une culture du dialogue, notamment dans la conception d'un habitat durable. L'optimisme réside ainsi sur les capacités d'expérimentation des collectivités au contact avec les citoyens afin d'adapter un principe encore vague à des réalités diverses qui en retour alimentent le débat public et permettent aux législateurs de réfléchir à son harmonisation. Je te remercie, Paul. Alors, Antoine, qu'en est-il de la sobriété au regard du droit? Nous avons souhaité étudier les implications du principe de sobriété à l'échelle individuelle. Donc, deux instruments existent déjà pour les États et entreprises afin de les inciter à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. On pense notamment à des outils tels que la taxe carbone ou le marché européen des quotas d'émissions. Donc, dans cette partie du podcast, on a souhaité réfléchir à la forme que pourrait prendre une extension de ces dispositifs en aval, donc impliquant les particuliers, qui devront eux aussi se soumettre au principe de sobriété pour converger vers la neutralité carbone et le facteur 4 à l'horizon 2050. On voulait notamment insister sur l'encadrement juridique de ces instruments et les questions de droit qu'ils soulèvent. Donc, parmi les différentes modalités de régulation des émissions à l'échelle individuelle, l'instrument le plus fréquemment évoqué, notamment par les juristes, on peut penser aux travaux de Sandrine Rousseau, Nicolas Ochoa, est celui d'un budget carbone individuel. Donc le principe à l'œuvre est le suivant, chacun disposerait de crédits carbone qui lui seraient alloués à échéance régulière par l'État. Leur compte carbone serait débité en fonction des émissions associées à l'achat de biens et services couverts par ce système. Ces droits à polluer pourraient être utilisés librement en fonction des priorités de chacun et faire l'objet d'échanges sur un marché. Ce dispositif a déjà été expérimenté au Royaume-Uni. Il commence à être étudié dans de nombreux pays ainsi qu'au sein d'organisations internationales et de réseaux de collectivités locales. Il consiste à soumettre les particuliers à une obligation de réduction de leurs émissions finalement, dont le respect est surveillé par un suivi électronique des émissions associé à leur consommation individuelle. Donc ce mode de contrôle des émissions personnelles soulève parfois des controverses, la carte carbone pouvant être perçue comme un instrument de rationnement potentiellement liberticide. Donc plusieurs principes de droit, pour traiter un peu la partie juridique, plusieurs principes de droit sont questionnés par ce type de dispositif.
parmi lesquels celui d'égalité, de préservation de l'intégrité physique et morale et des personnes et le droit au secret sur sa vie privée. Donc le principe constitutionnel d'égalité se pose quant aux modalités de répartition initiale des crédits carbone. Il fait écho à la question des inégalités climatiques qui a été le fil conducteur de notre réflexion sur le podcast. Est-ce que l'on donne la même quantité de crédit à chacun? Est-ce que l'on tient compte de son mode de vie? Compte tenu que le niveau des émissions personnelles dépend de différents facteurs tels que la situation professionnelle, le lieu de résidence, les conditions climatiques, le type d'habitation et de chauffage, on considère qu'une allocation ajustée à la situation de chacun serait le plus égalitaire. Donc les juristes considèrent que le principe constitutionnel d'égalité ne fait pas obstacle à l'établissement de différences de traitement dès lors qu'elles se fondent sur des critères objectifs. Donc pourraient être ainsi pris en compte des éléments sociaux ayant un impact environnemental notoire, comme la taille des foyers fiscaux, l'éloignement contraint du domicile par rapport au lieu de travail, par exemple. Donc le budget carbone individuel pourrait être initialement le même pour tous, puis augmenter par tranche en fonction de la contrainte environnementale réelle, dans un souci de justice environnementale et non sociale. Donc un autre sujet de droit est le respect de la vie privée des personnes. Donc cela revient à confronter deux principes de droits essentiels, la préservation de l'intégrité physique à la fois et la volonté de garantir la santé et la sécurité des personnes, qui est finalement l'essence même de ces dispositifs dont l'objectif est de conserver un climat vivable et donc un bien commun précieux. Le respect de l'intégrité morale susceptible d'être atteinte du fait de contrôle et de la limitation des libertés pour les personnes concernées. Les données collectées sur la consommation individuelle servent à comptabiliser la quantité d'émissions générées. La loi informatique et liberté du 6 janvier 1978 prévoit un régime de droit commun concernant les données personnelles et un régime de protection renforcé pour les données dites sensibles. Donc les émissions de CO2 ne sont pas considérées comme des données sensibles en l'espèce. Donc, en l'état, l'arsenal juridique existant en matière de protection des données personnelles comporte des garanties suffisantes pour prévenir tout risque d'atteinte à l'intégrité morale des personnes liée à la mise en place d'une carte carbone. Il peut d'ailleurs être observé que la gestion de données personnelles est intégrée dans les dispositifs existants déjà, et notamment reposant sur le volontariat. On peut prendre, pour exemple, la compensation carbone et la fidélisation verte, sans que soient évoqués les effets liberticides prétendus de ces dispositifs, alors même que leur impact sur les droits fondamentaux sont tout à fait identiques. Donc, par ailleurs, un système de quotas personnels vise à instaurer un suivi des émissions de CO2 associés aux achats de certains biens et non pas des achats eux-mêmes. Donc ces données personnelles ne sont pas des données sensibles, étant donné qu'elles ne révèlent rien de profondément intime sur les particuliers, si ce n'est leurs données relatives à l'empreinte carbone. Donc pour conclure cette partie sur les questions de droit que soulève la sobriété, et notamment les instruments qui pourraient la faire appliquer, le dispositif de quota personnel de carbone devrait constituer une option sérieuse lorsque les politiques existantes seront considérées comme n'étant pas en mesure de réduire suffisamment les émissions des particuliers. Un récent état de l'art de la science sur le climat indique que le changement climatique s'accélère à un rythme plus rapide que prévu et que certains points de non-retour conduisant à des perturbations irréversibles des principaux écosystèmes et éléments du système Terre sont déjà franchis. De fait, la nécessité d'une réduction rapide et substantielle des émissions de gaz à effet de serre est à nouveau à souligner et pourrait justement s'incarner dans ce type de dispositifs individuels. Merci Antoine. Jay, je te laisse la parole pour nous parler des initiatives citoyennes. Dans cette dernière partie, nous allons voir que le repérage, l'accompagnement, l'essaimage jusqu'au changement d'échelle des initiatives locales de transition
constitue aujourd'hui un enjeu et une opportunité d'évolution de l'action publique. Beaucoup d'innovations citoyennes tracent les chemins d'une transition écologique, sociale, économique et démocratique. Ces initiatives innovantes à leur échelle, bien que parfois fragiles, illustrent souvent des transformations des pratiques et des rapports sociaux avec les différentes formes d'intelligence collective qui les accompagnent. Cependant, ces initiatives locales sont rarement relayées par les acteurs publics et donc peinent à se déployer. Il existe donc un enjeu fort de montée en compétence des acteurs publics sur les initiatives locales et leurs besoins propres. Commençons par définir ce que sont ces initiatives, puis nous verrons que leur diffusion, leur essaimage, est l'un des facteurs clés quant à l'évolution de l'action publique. Les initiatives de transition socio-écologique émanent d'une multitude d'acteurs des milieux associatifs, économiques et citoyens. Ces acteurs s'impliquent dans des alternatives concrètes afin de montrer que d'autres manières d'habiter, de produire de l'énergie, de consommer, d'entretenir ensemble les milieux de vie sont possibles. C'est pourquoi le terme d'initiative de transition socio-écologique a été préféré à celui d'innovation, même si des interférences existent avec les innovations sociales. Les initiatives de transition écologique relèvent d'une mise en capacité d'agir collective et locale, d'une diversité d'acteurs, citoyens, milieux associatifs et économiques, partageant des compétences, savoir-faire et expérimentation afin de mettre en lien leur manière de vivre et de produire sur leur territoire, leur manière d'habiter, de se déplacer et de se nourrir, etc. Étant multiformes, il est important de préciser les conditions dans lesquelles elles émergent, les différents acteurs qui les portent et leur relation à l'action publique. Les initiatives de transition socio-écologique peuvent naître d'un désir partagé de citoyens de promouvoir d'autres pratiques de vie plus écologiques, participant d'une dynamique sociale de réduction des activités anthropiques humaines sur les dérèglements environnementaux. Elles peuvent aussi naître d'une mise en lien d'acteurs appartenant au même territoire qui souhaitent faire un autre usage de leur milieu en s'appuyant sur des ressources locales. Ou bien elles émanent d'une volonté de développer sur une autre économie et de contribuer à la préservation des biens communs. Les acteurs citoyens de la transition ne sont qu'une petite fraction à pouvoir se mobiliser et s'engager dans une action collective. Il est reconnu que ceux qui se mobilisent sont des personnes avec un capital culturel et social conséquent, qui connaissent plutôt bien leur territoire et ses acteurs, mais aussi les rouages publics. Il ressort que les habitants sont relativement conscients des inégalités territoriales, sociales et environnementales qu'ils subissent, mais qu'ils ont leurs propres mots et langages pour les qualifier ou en faire part à la collectivité. Ils perçoivent aussi quelles pratiques de vie ils pourraient faire évoluer pour les mettre en concordance avec un souci d'écologie, réhabilitation énergétique, alimentation, déplacement, etc. Ils n'ont cependant généralement pas l'opportunité de s'organiser pour passer à l'acte, ce qui semble plus facile dès lors que se constituent des collectifs, comités et associations de quartier, et que se créent des liens entre personnes souhaitant promouvoir des alternatives, comme les bailleurs, les prestataires de la rénovation ou encore les collectifs d'habitants. La médiation et la dynamique d'action collective sont des facteurs importants. En résumé, les initiatives de transition socio-écologique sont des démarches de transition au point de rencontre des expérimentations sociales et des dynamiques territoriales, donnant lieu à une mobilisation de l'action collective dans la durée. Ce sont également des initiatives d'intérêt collectif, poursuivant des finalités sociales et écologiques contributives de biens communs, comme la restauration d'une qualité collective de patrimoine, de savoir partagé, de ressources naturelles, etc. Elles sont coproduites et gérées en commun avec les bénéficiaires ou en lien avec eux, et dont l'émergence tient à la constitution partenariale d'acteurs et à l'accompagnement par des politiques publiques redéfinies. Un autre enjeu important concerne l'essaimage et la diffusion, ainsi que le changement d'échelle des initiatives de transition sociale écologique. L'essaimage est un processus de reconnaissance, de déploiement d'initiatives et ou d'expérimentation, de transmission qui vise le changement d'échelle territoriale d'initiatives ayant atteint une certaine maturité, c'est-à-dire ayant fait leurs preuves, apporter des réponses nouvelles, complémentaires, porteuses de transition. Pour identifier plus précisément les caractéristiques de l'essaimage, nous pouvons nous appuyer sur la sociologie de l'innovation, et notamment Michel Calon et Bruno Latour. L'essaimage s'effectue par des expérimentations, des événements qui se connectent ou sont connectés par des acteurs qui voient des associations possibles entre des savoir-faire et des initiatives. Il dépend également de la dynamique des réseaux qui connectent et remodèlent des savoir-faire, des compétences, et surtout la notion de réseau socio-technique, et qui met en lien les intérêts et les valeurs pour aboutir à des compromis. La mise en réseau ajoute des connexions nouvelles, connecte des acteurs avec d'autres et impose certains mouvements. L'essaimage peut être aussi
la résultante d'un ensemble de décisions, de coups de force, de négociations politiques. Ce dernier dépend des interactions, des relations d'échange, des flux d'informations entre des acteurs venus d'horizons différents. Il renvoie aussi au fait qu'une expérimentation locale puisse devenir visible, être capitalisée par d'autres dans des contextes différents, ce qui nécessite des adaptations. Ce qui paraît important, c'est d'installer l'organisation des échanges et des apprentissages croisés. Enfin, la notion de traduction renvoie à l'ensemble des négociations, des intrigues, des actes de persuasion par lesquels les acteurs se font attribuer l'autorité de parler et d'agir au nom d'autres acteurs. Elle renvoie aussi à la mise en relation d'acteurs qui n'auraient aucune raison de se rencontrer sans des dispositifs qui cadrent cette interaction. Cela permet de créer un système d'échange pour que les acteurs puissent se saisir d'idées en les transformant, en les adaptant à leur contexte singulier. En résumé, les initiatives de transition socio-écologique émergent au point de rencontre des expérimentations sociales et des dynamiques territoriales. L'une des conditions de l'essaimage est dès lors de susciter cet esprit d'expérimentation et une dynamique territoriale de coopération entre acteurs ou parties prenantes qui le favorisent. Se pose alors la question de savoir ce qui contribue à faire naître cette dynamique territoriale d'expérimentation dans les territoires et comment l'action publique peut l'encourager, la soutenir sans l'instrumentaliser. Afin d'illustrer la thématique d'initiative citoyenne liée au sujet de la sobriété énergétique, nous voulions vous présenter Énergie partagée, le mouvement qui fédère, accompagne et finance les projets citoyens de production d'énergie 100% renouvelable en France. La vocation de l'énergie partagée est d'accompagner une réappropriation de l'énergie par les citoyens, non seulement financièrement par leur implication au capital de ces projets de territoire, mais aussi par une participation active aux réflexions de fond qui composent une transition énergétique durable et partagée. Ces initiatives du mouvement de l'énergie citoyenne visent d'abord à produire de l'énergie renouvelable et locale. Elles cherchent également à œuvrer pour réduire les consommations d'énergie. Le mouvement de l'énergie citoyenne s'inscrit dans le paradigme du triptyque négawatt, à savoir sobriété énergétique, efficacité énergétique et énergie renouvelable, qui doivent être mises en œuvre conjointement pour réaliser la transition énergétique. Ainsi, la charte énergie partagée prévoit que les sociétés de projet s'engagent dans une démarche de réduction des consommations énergétiques. Par ailleurs, Énergie partagée propose une cartographie des initiatives citoyennes en France, et en voici un exemple. L'expérience d'éoliennes en Pays de Vilaine a développé des parcs éoliens coopératifs grâce à l'épargne citoyenne et a développé un véritable savoir-faire aujourd'hui reconnu nationalement. Le premier parc éolien citoyen a été réalisé à Bégane en 2014 après 10 ans de mobilisation et de combat. Cette prise en main par des citoyens éclairés de la question énergétique démontre la capacité de la société civile à se mobiliser et à fédérer autour d'un projet commun de nombreux acteurs publics, privés et à développer des compétences pour aboutir à la réalisation d'un parc éolien terrestre d'un nouveau genre. On vous remercie d'avoir suivi ce podcast, qui je l'espère vous aura livré une belle vue d'ensemble sur la notion de sobriété. Et pour notre part, on a été ravis de réaliser ce podcast et donc j'en profite pour remercier notre affaire à tous pour nous avoir offert cette opportunité. Prenez soin de vous. Ciao!